Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo du thème écosystèmes et services environnementaux. Nous allons poursuivre le chapitre écosystèmes, interactions dynamiques entre les êtres vivants et entre eux et leur milieu. Dans une deuxième partie, nous allons discuter des cycles biogéochimiques et des équilibres dynamiques des écosystèmes. Allez, c'est parti! Les interactions biotiques peuvent être observées selon leurs effets sur les espèces, mais elles ont aussi des conséquences à l'échelle des écosystèmes, sur leur organisation, leur évolution ou leur fonctionnement. Les interactions biotiques aux effets négatifs, par exemple la compétition ou l'exploitation, sont essentielles à l'organisation des écosystèmes. En effet, le parasitisme ou la prédation peuvent permettre de réguler les populations de certaines espèces et favoriser ainsi la diversité spécifique. Par exemple, la présence de champignons parasites sur certains arbres permet de limiter la densité de ces arbres dans un lieu donné. La lumière peut alors atteindre le sol, permettant à d'autres espèces de se développer. De même, la prédation impacte l'évolution des espèces. Par exemple, la prédation permet de réguler les populations au sein des écosystèmes. C'est un élément essentiel de l'équilibre d'un écosystème. Les renards limitent la pression exercée par les lapins sur la végétation, mais également la diffusion de tiques, infectés par des bactéries responsables de la maladie de Lyme et portées par ces populations denses de rongeurs. Enfin, le fonctionnement des écosystèmes est basé sur des flux de matière. Souvenez-vous de ce que vous avez vu en seconde. Les différentes interactions biotiques au sein des écosystèmes participent à ces flux. Par exemple, la coopération peut permettre aux espèces ou aux individus impliqués de mieux exploiter les ressources du milieu. C'est le cas du lichen, dont la symbiose entre un champignon et une algue permet d'exploiter des milieux dits hostiles au développement des êtres vivants. Ici, un rocher, à haute altitude. Au sein d'un écosystème, les flux de matière sont représentés notamment par les réseaux trophiques. On peut alors classifier les êtres vivants selon leur rôle dans les différents réseaux trophiques. Pour ce faire, nous allons illustrer ce type de classification par un exemple concret dans un écosystème que l'on appelle les forêts de laminaires, que l'on retrouve notamment le long de la côte pacifique des États-Unis. Dans cet écosystème, on retrouve des producteurs primaires, c'est-à-dire des êtres vivants qui produisent de la biomasse à partir de matières minérales. C'est le cas des algues qui réalisent la photosynthèse. Ces algues sont consommées par des consommateurs primaires qui utilisent la matière organique produite par les producteurs primaires comme source de matière et d'énergie. Ici, c'est le cas des oursins. Ensuite, des consommateurs secondaires consomment ces consommateurs primaires comme source de matière et d'énergie. Ici, c'est le cas des prédateurs, c'est-à-dire la loutre. Enfin, ils ne sont pas illustrés dans cet écosystème, mais on peut retrouver également les décomposeurs, c'est-à-dire les êtres vivants qui consomment de la matière organique pour en libérer de la matière minérale. C'est le cas, par exemple, dans d'autres écosystèmes, d'oiseaux charognards, de vers de terre, etc. Cependant, les écosystèmes, comme l'écosystème précédent, sont des systèmes ouverts. Prenons le cas d'un lac, écosystème lacustre. Il n'est pas isolé et échange nécessairement avec d'autres écosystèmes. Par exemple, les feuilles d'un écosystème forestier peuvent tomber dans le lac et apporter de la matière organique. L'eau peut ruisseler depuis les sols et apporter également de la matière organique ou de la matière minérale. Les écosystèmes contribuent donc à des processus plus importants à l'échelle de la planète que l'on appelle les cycles biogéochimiques. L'effet des écosystèmes dans ces cycles géochimiques, ainsi constitués, se mesure par des bilans d'entrée et de sortie de matière. Un cycle biogéochimique est une série de changements ou de transformations d'un élément qui retourne à son état initial, d'où sa forme de cycle illustrée ici. Les transformations sont liées à des flux de matière, illustrés ici par des flèches jaunes, qui ont lieu entre différents réservoirs, ici en bleu. Les réservoirs sont des parties de la planète
capable de stocker et de libérer un élément mis en jeu. Les cycles biogéochimiques peuvent concerner un élément chimique, c'est le cas du carbone, de l'azote, de l'oxygène, ou une molécule. On obtient alors, par exemple, le cycle de l'eau. Dans ce dernier cas, on observe des passages d'un réservoir à l'autre. L'eau passe de l'atmosphère sous forme gazeuse aux océans ou au sol par des précipitations. L'eau rejoint ensuite l'atmosphère par évaporation ou évapotranspiration, en passant de la forme liquide à la forme gazeuse. Enfin, l'eau des sols peut ruisseler pour atteindre les océans, ce qui génère un flux entre ces deux réservoirs. Dans le cas du cycle du carbone, on s'intéresse au flux de matière mettant en jeu le carbone, par exemple la photosynthèse, la respiration cellulaire, ou encore l'érosion, puisque les processus géologiques participent au cycle biogéochimique. On s'intéresse au flux entre les différents réservoirs de carbone, par exemple l'atmosphère, la biosphère, les sols, les océans. Et pour que le cycle soit complet, l'élément doit pouvoir retrouver sa forme initiale. Dans le cas du carbone, il faudra donc mettre en jeu le recyclage de la matière dans les sols. Ainsi, un écosystème est constitué de flux qui se réalisent en permanence. C'est donc un système dynamique. Cependant, l'écosystème est également constitué de processus qui se contrebalancent. Par exemple, la prédation exercée par les lynx sur les populations de lièvres empêche la disparition de la végétation consommée par ces lièvres. Si la population de lynx est trop importante, on observe un pic ici en violet, eh bien, une compétition entre les individus se met en place, ce qui diminue leur valeur sélective, et donc la population tend à diminuer. Les écosystèmes sont donc caractérisés par des équilibres dynamiques. Des perturbations peuvent venir modifier l'équilibre dynamique des écosystèmes. Par exemple, un incendie dans une forêt modifie la biocénose. On va avoir la disparition de producteurs primaires, des végétaux qui ont brûlé, et donc de leurs consommateurs. Et le biotope va également changer, le sol sera plus riche en matière organique morte. Si l'intensité de l'incendie est modérée, la végétation au sol peut avoir disparu, mais les arbres peuvent de nouveau se développer. Les décomposeurs peuvent recycler de grandes quantités de matière organique et libérer ainsi les éléments minéraux nécessaires au retour d'une végétation importante. Le retour à un état initial dépend donc de l'intensité de la perturbation, mais également de la diversité spécifique, puisque les espèces répondent différemment à une même perturbation. Et enfin, elle dépend des interactions biotiques qui étaient présentes avant la perturbation. Ces paramètres déterminent la résilience de l'écosystème, c'est-à-dire son retour à l'état initial. En conclusion, nous allons répondre à nos problématiques. Nous avons vu que l'écosystème est un système complexe, constitué d'un biotope et d'une biocénose. Au sein de cette biocénose, la diversité des interactions dépend notamment de la diversité spécifique. Les interactions biotiques produisent des flux de matière au sein des écosystèmes. Ainsi, les écosystèmes sont des éléments essentiels au fonctionnement de la biosphère et est un réservoir dynamique, c'est-à-dire dans lequel il y a beaucoup de mouvements, pour les cycles biogéochimiques. Enfin, la diversité des interactions biotiques est importante pour préserver l'équilibre dynamique d'un écosystème et représente un facteur décisif de la résilience de ces écosystèmes. Cette vidéo se termine ici avec la conclusion du chapitre. J'espère que vous avez réussi à prendre des notes pour bien préparer le quiz et je vous dis à bientôt.